bel univers, bienvenue dans votre émission littéraire Portrait livresque, l'art de capturer l'essence d'une œuvre et transcender avec les mots. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Chonselvi Louiye Lola, une jeune plume gabonaise qui évolue à l'étranger et a su imposer une voix singulière dans le paysage littéraire francophone. Poète et chroniqueuse, elle a publié ses textes dans des revues telles que Litchen, Poétique Tac et contribue également au blog Plume Chrétienne. Mais elle ne s'arrête pas là. Passionnée par la transmission, elle a animé des bibliothèques de rue, toujours guidée par ce désir de partager la lecture. Son premier livre est un recueil de poèmes rhétoriques de l'exaucement. Plus qu'un assemblage de textes, il se présente comme une traversée en un seul, je dirais en un seul souffle, des balbutiements fragiles de l'existence aux quêtes spirituelles que l'auteur étale en passant par les doutes, la mémoire et la survivance par la poésie. Nous avons le plaisir de recevoir à distance, voilà, Chonselvi, qui, dans ce voyage intérieur, qui nous parlera de son livre Rhétorique de l'exaucement. Clap sur notre invité. Bonjour Chonselvi, bienvenue dans notre émission littéraire Portrait livresque. Avant de parler du texte de Rhétorique de l'exaucement, Chonselvi, c'est-à-dire aller dans le cœur de ce livre, j'aimerais que l'on s'arrête un instant sur votre parcours, car votre rapport à la littérature semble être intime et presque vital au vu de votre parcours. Alors, pouvez-vous nous dire d'où vous vient ce rapport si intime à la littérature et comment il s'est imposé dans votre vie aujourd'hui? Alors, je dirais que mon rapport si intime à la littérature vient de plusieurs rencontres et circonstances. Pour commencer, je pourrais parler de mon père. Mon père aimait la géographie et l'histoire. Et je me rappelle que quand j'étais plus jeune, il aimait commander des livres dans les catalogues, comme Édition Atlas par exemple, et des clubs de lecture. Puis il y a aussi la bibliothèque de mon enfance, qui a joué un certain rôle, et des enseignants qui vous marquent. Mais pour moi, le point culminant, ça a vraiment été l'adolescence. Pour moi, la littérature, ça a été un moment de découverte du monde, de source d'évasion. Merci beaucoup. On retient que toute écriture naît aussi de lecture fondatrice, Chonselvi. Dans vos lectures, quels sont les auteurs ou autrices qui ont bouleversé votre manière d'écrire et peut-être votre manière de croire ou de douter? Pourquoi pas? Alors, pour en citer quelques-uns, je pourrais par exemple faire référence à Fernando Pessoa. Alors, c'est un poète portugais qui a écrit une poésie existentielle et philosophique, mais en même temps très ancrée dans le quotidien. Et il a fait quelque chose d'assez original. Il s'est créé plusieurs hétéronymes littéraires pour finalement parler de sa personnalité. Et à chaque hétéronyme, il a donné des noms différents. Et d'ailleurs, dans mon recueil, il y a un terme qui revient souvent, c'est le terme de intranquillité. Et ce terme, je l'ai emprunté à Pessoa. Puis dernièrement, j'ai aussi apprécié la lecture de Alain Maboukou. Alors, j'ai lu un de ses livres, c'est pas le plus connu, mais il se nomme Lettre à un jeune écrivain sénégalais. Alors, ce que j'ai apprécié dans l'histoire, c'est la relation qui se noue entre le lecteur, entre l'écrivain célèbre et l'aspirant écrivain. Ça ressemble un peu à Lettre à un jeune poète de Rilke. Et en plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est vraiment ancré dans la réalité de l'Afrique francophone. Et puis dernièrement aussi, autre coup de cœur, alors là par contre c'est un recueil de nouvelles, ça a été écrit par une autrice afro-brésilienne qui s'appelle Conceição Evaristo. Et en fait, elle a écrit un recueil où plusieurs femmes racontent leur histoire. Et la narratrice n'est pas omnisciente, elle impose pas son point de vue, mais elle laisse plutôt ses femmes parler. Et quand j'ai lu ce recueil, j'ai trouvé très intéressant à lire parce que on ressentait que ça sortait d'un certain formalisme du genre par rapport à la nouvelle. J'ai lu un recueil de Georges Rawiri qui s'appelle Chant du Gabon.
Alors j'ai pu lire quelques poèmes que j'ai trouvé magnifiques et on pouvait vraiment voir dans ces textes l'amour de la patrie et une célébration de la grandeur du pays. Par ailleurs, je trouve ça dommage que dans la littérature francophone, ou même en librairie en général, il y ait peu de textes d'auteurs gabonais, parce que je trouve que c'est vraiment une littérature qui mérite d'être un peu plus mise en lumière. Et je dirais que tous ces livres-là, à leur manière, ont un peu défini une autre façon d'écrire pour moi. Votre cheminement intérieur n'est pas limité aux livres personnels. Vous avez aussi publié dans des revues et participé à des collectifs. Alors, vous avez commencé par publier dans revues comme Litchen ou Poétique Tac. Et vous êtes également rédactrice pour le blog Plume Chrétienne comme susmentionné. Alors, parlez-nous un peu de ces deux expériences dans cette vie. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que ces expériences vous ont apporté? Alors, je me suis mis à écrire pour des revues littéraires parce que je cherchais à avoir un retour sur mes textes en dehors du cercle intime. Et je trouvais que les revues étaient un bon moyen de faire connaître ses écrits et que c'était une sorte de alternative temporaire aux maisons d'édition. Puis il y a des revues qui font preuve d'une certaine ouverture d'esprit. Ils acceptent des auteurs débutants, des auteurs expérimentés, enfin de toutes sortes d'horizons. Puis pour le blog Plume Chrétienne, ça a commencé à l'université. Et ce que je trouvais génial, et toujours, hein, aujourd'hui encore, c'est le fait de vivre une expérience d'écriture collective et journalière en lien avec mes valeurs profondes. Alors, au-delà de l'écriture, vous avez animé des bibliothèques de rue, comme je l'ai si bien mentionné en amont. D'accord? C'est la preuve que la littérature vit aussi dans la transmission. Quel rôle accordez-vous à la transmission de la lecture dans votre vie et comment cela influence-t-il votre rapport au livre? Alors oui, effectivement, pour une association, j'ai animé une bibliothèque de rue, mais je n'étais pas seule, on était avec 3 personnes. Et je dirais que c'était une expérience merveilleuse. Alors, c'est assez spécial comme moment. C'est une autre façon de vivre la lecture. Et entre le lecteur et l'enfant, il y a vraiment une relation de confiance qui peut se nouer. Et alors, j'ai quelques souvenirs attendrissants en tête, comme par exemple la grande sœur qui lit une histoire à son petit frère, ou un enfant qui a tellement apprécié une histoire qu'il veut emporter l'album à la maison. Et bien sûr, toutes les semaines, on n'avait pas forcément des enfants qui venaient lire, hein, à cause d'aléas météorologiques ou des choses qui sont liées à la vie du quartier. Mais malgré tout, on appréciait chaque moment. On appréciait d'apprendre à connaître les acteurs d'une cité, de discuter avec les habitants. Puis dans votre question, vous évoquez le thème de la transmission. Alors, en y réfléchissant, je pense à cette citation de l'écrivain malien Amadou Hampâté-Bâ, qui a dit un jour cette phrase célèbre: quand un vieillard meurt, une bibliothèque brûle. Et effectivement, je trouve que la transmission, aujourd'hui encore, enfin surtout en ce moment, vit un véritable tournant, voire même une crise. Je dirais qu'on est dans une crise du savoir et je pense que chacun d'entre nous, à notre manière, on est une bibliothèque en soi et on a tous un patrimoine culturel à transmettre. Et je pense que la transmission, c'est pas seulement l'apanage des littéraires, des intellectuels. Merci beaucoup, Chancelvi. Alors, pour finir cette première partie, c'est-à-dire à votre rapport à la littérature, je souhaiterais savoir sur votre parcours. Tournons-nous vers vos racines littéraires gabonaises. Quelles sont les 5 œuvres gabonaises que vous recommandez sans réfléchir, Chancelvi? Sans tricher, je vous écoute. Alors, au sujet de la littérature gabonaise, j'ai très peu de références en tête. Alors, en cité 5, ce serait un peu difficile. Mais il y a 2 œuvres que je trouve particulièrement intéressantes et que j'aimerais bien découvrir. Alors, le premier, c'est un roman qui se nomme L'histoire d'Aou de Justine Minsa. Et c'est une histoire d'amour entre
entre l'instituteur du village et sa femme, et toutes les problématiques qui sont liées, qui est plutôt intéressant, que j'aimerais beaucoup découvrir. Et il y a également, alors j'ai pu aussi voir que le théâtre gabonais était particulièrement fertile après les indépendances. Il y a cette pièce de théâtre que je qualifierais d'incisive, qui a été écrite par Ludovic Emmanuel, qui s'appelle Pétronelle, et ça décrit le racisme que subit une domestique noire par ses maîtres blancs. J'aimerais beaucoup le découvrir également. Ça me rappelle un peu la dialectique du dominant et du dominé, un peu comme les bonnes de Jean Genet. Choncelvi, la poésie étant souvent considérée comme un genre discret, voire marginalisé, parlons de votre place dans cet univers. Comment percevez-vous votre place en tant que jeune poète francophone dans l'espace littéraire d'aujourd'hui? Alors, bonne question. En France métropolitaine, je ne sais pas comment ça se passe au Gabon, mais la poésie dans le marché du livre est très marginalisée en comparaison avec le roman. Parfois, j'aime bien surnommer le roman l'enfant roi de la littérature. Bon, après, j'ai rien contre ce genre, hein. C'est un genre que j'aime énormément. Même la bibliothèque est remplie de romans. Mais c'est vrai que la poésie reste un genre que beaucoup qualifient de secteur niche. Mais néanmoins, on peut être un peu plus optimiste. Il y a quand même un regain d'intérêt pour la poésie, surtout quand on vient dans les réseaux sociaux comme Instagram. Il y a beaucoup de poésie, de jeunes maisons d'édition qui émergent. Enfin, il y a vraiment une petite renaissance, on va dire, en ce moment. Et en tout cas, j'aime beaucoup la poésie, et ce que j'aime dans ce genre, c'est son côté peu aimé, confidentiel, peu exploré, ce qui fait que c'est un genre intéressant où on peut toujours se renouveler, définir ses propres codes. Merci beaucoup, Choncelvi. Entrons maintenant dans Rhétorique de l'exaucement. Vous avez dit que ce livre n'était pas un simple recueil, mais une suite de souffles uniques. C'est ce que vous dites dans votre propos dans le début du texte. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Effectivement, quand je résume mon recueil, j'aime dire qu'il a été écrit en un seul souffle. Pour mon recueil, je ne voulais pas une structure habituelle, le titre, puis le poème. Je voulais qu'on ressente une fluidité dans l'enchaînement des vers. Je voulais exprimer une seule voix dans une même voix, qui est une sorte de polyphonie, d'où la présence d'un nous qui s'exprime, et d'où la présence d'un seul souffle. Et je trouvais aussi que, voilà, jusque dans l'épilogue, je voulais qu'on ressente la présence d'un chant continu. D'accord. Alors, le titre, parlons du titre lui-même. Le titre lui-même intrigue par sa force et sa densité. Voilà, Rhétorique de l'exaucement. Pourquoi avoir choisi ce titre, Rhétorique de l'exaucement? Quelle part de vous se cache derrière ces mots, Choncelvi? Effectivement, c'est un choix peu original pour un titre de poème. Alors, c'était pas le choix que j'avais retenu dès le départ, hein, mais je voulais faire quelque chose autour du mot exaucement. Et pourquoi rhétorique? Parce que je trouvais que tout au long de cette partie du recueil, il y avait un seul et même discours qui tendait vers une volonté de sortir d'un certain quotidien, un discours qui tendait vers une quête de sens commune, d'où le terme exaucement, une quête de sens, le fait que l'on souhaite le fait que l'on souhaite profondément la réalisation d'une chose, et puis le fait qu'il y ait plusieurs voix, tout ça forme une sorte de discours, de rhétorique, d'où le titre Rhétorique de l'exaucement. Entendu. Et puis, il y a cette couverture si bien épurée qui semble dialoguer avec le texte. En un mot, sur la couverture, que symbolise pour vous ce visuel si épuré avec la fleur esquissée? Alors, pour ma couverture, je souhaitais quelque chose de sobre, surtout pas abstrait, mais avec une signature particulière, d'où la fleur esquissée sur le côté. Puis je ne voulais pas charger ma couverture en informations
pour en suggérer davantage. Et je trouve que les fleurs ont un langage sémantique et symbolique assez riche. On peut associer les fleurs à toutes sortes de choses, à l'amour, la sensibilité, le temps qui passe. Et au passage, j'aimerais remercier la graphiste Emmanuelle Siron qui s'est occupée de la conception de la maquette et de la couverture. Merci beaucoup, Chancel-Vie. Exploration maintenant des poèmes. Donc, venons-en maintenant à la manière même de votre poésie, au texte qui compose ce souffle. Donc, dans la première partie, on a balbutiement, voilà, balbutiement. Vous évoquez l'absence, le silence, la crise. Quelle était votre intention en ouvrant le recueil sur cette fragilité de l'âme? Mon recueil, effectivement, s'ouvre en quelque sorte sur un silence. Je parle même d'un pays du silence et d'un sens de la conversation interrompue. Alors, je voulais inaugurer mon recueil sur cette question-là, la question du silence, mais surtout sur cette tentative de comprendre une réalité absorbante qu'on ne comprend pas. Donc, le balbutiement, je l'associe à une sorte de tentative de comprendre. Et surtout, je voulais mettre en avant ces plusieurs voix qui cherchent un sens commun, qui ont une quête de sens commun. Entendu. Plus loin, vous ancrez la poésie dans le quotidien le plus banal, dans les choses simples, dans la banalité de la vie, l'éphémérité et autres. Donc, dans Rhétorique de l'exaucement, on retrouve des images très quotidiennes, vaisselle, facture, appel téléphonique. Est-ce une manière de dire que l'exaucement se cache dans les détails les plus banals? Lors du premier jet d'écriture, il n'était pas question d'intégrer ces images quotidiennes dans le recueil. Mais après lecture, je pouvais constater que certains passages pouvaient paraître abstraits, trop abstraits. Alors j'ai décidé d'intégrer ces images du quotidien pour que cette partie du recueil puisse paraître plus universelle, qu'elle puisse paraître, alors je dirais pas accessible, hein, mais qu'elle puisse toucher plus de gens, qu'on puisse plus facilement s'identifier à des choses concrètes. Merci beaucoup. Pourtant, ce quotidien est traversé aussi par l'ombre du doute et de la crise. C'est-à-dire que votre poésie est souvent traversée par ce doute, cette incertitude de la vie. Est-ce une écriture thérapeutique, une façon de survivre à vos propres intranquillités? Alors, je reconnais le pouvoir thérapeutique des mots, mais en écrivant ce recueil, je n'ai pas la prétention de guérir quoi que ce soit, ni moi-même. Je dirais plutôt que, comme Rimbaud, que le jeu est un autre. Il y a ma voix qui se mêle, mais aussi d'autres. Je ne cherchais pas à faire une poésie confessionnelle. Je voudrais maintenant m'arrêter par quelques vers qui marquent particulièrement. Donc, on a dans Parabole du bonheur, vous dites ceci: la mélodie du bonheur ne résonne plus en moi. La mélodie du bonheur ne résonne plus en moi. Est-ce que pour vous, le bonheur est une quête vaine par essence ou bien un état passager qu'il faut apprendre à accueillir, même dans sa breveté? Oh là là, ça donne un peu le blues, là, vu comme ça. Je pencherais plutôt pour la deuxième hypothèse. Je vois plutôt le bonheur comme un état passager qu'il faut accueillir dans sa brièveté. Alors, je n'avais pas du tout la prétention de faire quelque chose de philosophique, de flambant, de moraliste. Poursuivons avec un système en soi. Vous écrivez ceci: la source qui nourrit mes renoncements est sur le point de tarir. La source qui nourrit mes renoncements est sur le point de tarir. Pour vous, que représente cette source exactement? Alors, pour être honnête, je ne sais pas. Je dirais que je cherchais une image forte. Alors, Chancel-Vie, il y a quelque chose de très marquant dans votre livre, c'est le journal de la nubile. Enfin, vous marquez, vous surprenez le lecteur en introduisant un journal intime. Que c'est beau, j'ai apprécié. Alors, pourquoi avoir choisi d'intégrer un journal intime
Journal d'une nubile presque sans turlupine. Journal d'une nubile presque sans turpitude. Pour le journal d'une nubile, la deuxième partie du recueil, je trouvais que c'était très à propos d'intégrer un journal intime. Parce que justement, le journal intime a une dimension lyrique, poétique, intériorisante, que je trouvais très intéressant d'intégrer. Pour moi, ce recueil est indépendant, mais aussi un prolongement de rhétorique d'exaucement. Et je voulais qu'une personne, un personnage fictif, une femme de toute évidence, incarne toute cette tension, toute cette crise. Ce journal semble d'ailleurs très marqué par l'intime de mémoire, de féminité, de deuil. Et ce miroir plus personnel, plus, je dirais, autobiographique de vos poèmes. À vrai dire, je dirais que la présence de ces thèmes est plutôt intuitive. Alors, vous faites bien de soulever ces questions-là. Je crois même que je ne l'ai pas remarqué. Mais je ne savais pas que ces thèmes pouvaient être mis en corrélation. Le deuil, la féminité. Et effectivement, par rapport au deuil et à la mémoire, il y a une dimension autobiographique. Mais mon texte, en fait, n'est pas une autofiction. Je ne sais pas si je suis cette femme qui revit à travers l'écriture du journal. Et comme j'aime souvent le dire, je vais être un autre. Parlons un peu du ton de votre écriture qui sillonne entre lyrisme mystique, l'ancrage quotidien. Quels auteurs ou quels livres vous ont inspiré dans cette démarche? Alors, c'est assez flatteur d'écrire en ces termes ce que j'écris, lyrisme mystique et quotidien banal. Je ne l'aurais pas qualifié de cette façon, mais je trouve que c'est vraiment juste. Alors, c'est difficile de définir ses influences parce qu'on peut être influencé par tellement de choses, aussi bien littéraires que d'autres sources. Alors, je dirais là de tête, si je pouvais citer un auteur, je citerais Emily Dickinson. C'est une poétesse américaine du 19e siècle qui a vécu comme une sorte de recluse toute sa vie. La plupart du temps, elle le passait dans sa chambre à écrire des poèmes. Et ses thèmes étaient très évocateurs et cassaient les codes de son époque. Elle écrivait sur la mort, l'amour, le deuil, la nature, et elle ne respectait pas la versification classique. Et justement, il y avait le thème de l'abstrait, de la transcendance. Est-ce que c'est une influence directe? Pourquoi pas? Merci beaucoup, Chancelvi. Alors, dites-moi, si je vous demandais de définir votre écriture en quelques mots seulement, que me diriez-vous? Ce serait exaucement, lyrisme et intériorité. Livresque, voilà, je suis avec l'auteur Chancelvi. Nous parlons de son recueil de poèmes rhétorique de l'exaucement. Si vous souhaitez lire ce livre, que je vous invite bien sûr à découvrir, il est disponible sur Amazon. Alors Chancelvi, pour clore notre entretien, un petit jeu pour vous. Répondez du tac au tac sans justification, je vous en supplie. C'est la capsule. Et si mon livre était? Tout de suite. Chancelvi, et si rhétorique de l'exaucement était une couleur, laquelle serait-ce? La couleur, je dirais violet. Et si votre livre était une saison, laquelle le représenterait? Automne. Et si votre livre était un paysage, où nous emmènerait-il? Au bord d'un lac. Si votre livre était une musique ou une chanson, laquelle lui correspondrait le mieux? Alors, si c'était une chanson, je dirais Fast Car de Tracy Chapman. Très bon choix. Et si votre livre était un objet du quotidien, lequel serait-il? Un objet, je dirais un stylo. Si votre livre était une prière ou un psaume, comment résonnerait-il? Je citerai ce passage du psaume chapitre 8. Je te loue Seigneur de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Merci Chancelvi, Louis et Lola d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous vos mots, vos doutes et vos exaucements. Votre mot de la fin pour clore cette rencontre. Mon mot de la fin, je dirais merci de m'avoir écouté. Soyez toujours curieux, n'ayez pas peur d'ouvrir des brèches
et lisez de la poésie. Soyez ouverts sur le monde. Voilà les amis, c'était Portrait Livresque. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, un livre n'est pas seulement un objet, c'est un chemin et parfois même une prière. Les amis, on se dit à la semaine prochaine avec un nouveau Portrait Livresque. Mais attention, on n'oublie pas la tradition en appliquant les gestes viraux. On like, on commente, on partage de peur de me fâcher. Ciao!